Deuxième partie de la vidéo sur les transmissions par engrenage. Alors, on va voir les réducteurs, multiplicateurs de vitesse à train simple dans un premier temps. Donc là, c'est quelque chose d'assez facile, hein. On a vu que le rapport de transmission ici, c'était le rapport du nombre de dents lorsqu'on a un pignon et une roue. Et on peut en mettre plusieurs finalement, et on voit bien que finalement, une fois qu'on a le rapport des deux premiers, on fait le rapport des deux suivants, on fait le rapport des deux suivants, on fait le rapport des deux suivants, etc. Et on arrive finalement à faire des produits, alors soit de diamètre primitif divisé par d'autres produits de diamètre primitif. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas très très compliqué à avoir. Donc pour obtenir des rapports de réduction importants, on va effectivement multiplier, chaîner, mettre les uns derrière les autres des grandes roues, petites roues, grandes roues, petites roues, grandes roues, petites roues, etc. Alors, on montre immédiatement, hein, vous pouvez le chercher, que finalement, on a le rapport de réduction qui est le produit du nombre de roues menantes sur le produit du nombre de roues menées. Ça, c'est la technique, en fait, pour avoir le rapport de réduction. Donc, une roue menante, c'est une roue qui est entraînante, et une roue menée, c'est une roue qui est entraînée. On a la même chose si on met les rayons primitifs ou les diamètres primitifs, hein. On pourrait écrire produit du nombre de dents des roues menantes, du nombre produit des diamètres primitifs des roues menantes divisé par le produit des diamètres primitifs des roues menées. N, c'est le nombre de contacts ou d'engrenages extérieurs entre les roues, hein, le moins 1 puissance n, puisqu'à chaque fois finalement qu'on a un point de contact, on a une inversion du sens de rotation. Donc, si on a un point de contact, eh ben, oméga S tourne dans un sens opposé à oméga E. Si on a deux points de contact, eh bien, on a deux inversions. Et donc, on tourne dans le même sens. Si on a trois points de contact, on aura trois inversions. Et donc, on tournera dans un sens opposé, etc. Hein, donc, ça, c'est le sens de rotation. Ça n'a de sens que si les axes sont parallèles, hein. Évidemment, si les axes sont perpendiculaires, est-ce que perpendiculairement, on tourne dans le même sens ou pas? Alors, s'il y a un intérêt à avoir le sens de rotation, on va se préoccuper du moins 1 puissance n. S'il n'y a pas d'intérêt parce qu'on veut juste savoir dans le rapport de réduction, le moins 1 puissance n, on ne le prend pas forcément en compte. Et donc, je précise que ce qu'on qualifie de roue menante, hein, c'est une roue motrice, et une roue menée, c'est une roue réceptrice. Plus intéressant, les trains épicycloïdaux. Alors, on va pas faire l'explication de l'ensemble des trains épicycloïdaux. Donc, vous voyez un petit peu comment c'est fichu. Là, c'est un système un petit peu plus complexe, hein. On va regarder ça. On va présenter rapidement les trains épicycloïdaux qui dans leur étude complète, n'est pas au programme de TSI. Donc, on va donner une méthode générale d'étude des trains épicycloïdaux et on s'arrêtera là. Alors, un train épicycloïdal, il va être composé d'organes en rotation, dont au moins un élément, le satellite, est susceptible de prendre deux mouvements de rotation indépendants. Si on regarde le précédent, on voit que les satellites tournaient autour d'un axe et tournaient sur eux-mêmes, ce qui est vraiment le cas d'un satellite, hein. Donc, c'est ce que je viens de vous énoncer. Alors, voilà ici, hein, les satellites, on voit qu'ils tournent sur eux-mêmes en même temps qu'ils tournent autour du planétaire. Et donc, on a deux planétaires ici quelque part. On a un planétaire sur la couronne et un planétaire intérieur, et on a un porte-satellite. Voilà, alors il faut connaître un petit peu le vocabulaire. Ici, il y a le schéma cinématique de l'ensemble, hein. Donc avec la couronne ici, le satellite 2. On a également le porte-satellite qui est la pièce 4. Voilà. Alors ici en vue de face, hein. Donc on peut passer un petit peu de temps à regarder ça. On peut faire un paramétrage de l'ensemble, hein. On va associer à chacun des satellites, on va lui associer un axe de rotation. On va associer un axe de rotation au porte-satellite 4, etc. Et puis forcément la rotation des deux planétaires, hein, planétaire 1 et planétaire 3 également. Alors, retenez que le porte-satellite, c'est la pièce qui ne comporte pas de dents. Tous les autres, les planétaires et les satellites, comportent des dents.
Les satellites ont deux mouvements de rotation, encore une fois, autour d'eux-mêmes et autour d'un axe d'un planétaire. Alors finalement, quand on regarde bien, on a trois mouvements, trois pièces qui ont des mouvements. On a le planétaire qui tourne ici, hein, qui a son mouvement de rotation. On a le porte-satellite, pardon, qui a son mouvement de rotation entraîné par les satellites. On a le planétaire qui a son mouvement de rotation et on a le planétaire 3 qui a lui aussi son mouvement de rotation. Donc il faudra en fixer un et d'un réducteur épicycloïdal à l'autre, on n'aura pas forcément le même élément qui sera fixé. Les avantages, c'est un encombrement réduit, hein, plus réduit qu'un train simple, hein, pour un rapport de réduction donné. Je vous rappelle que l'un des objectifs de tout ça, c'est d'obtenir, enfin une des difficultés, c'est d'obtenir des rapports de réduction élevés. Donc ça, c'est utilisé lorsqu'on veut de forts rapports de réduction. On a une coaxialité entre l'entrée et la sortie du réducteur. Ben oui, on voit bien que le planétaire 3, le porte-satellite et le planétaire 1 ont des mouvements de rotation autour du même axe. Et donc le fort rapport de transmission. Les difficultés, ben, c'est un équilibrage délicat parce qu'on a des pièces qui sont en rotation ici. Donc si on a une usure un petit peu asymétrique et puis qui va s'accentuer, hein, et ben on aura des problèmes de balourd, de vibration, etc. Et puis il faut des ajustements assez précis, hein. On voit bien que ben, pour rentrer le satellite, entre le planétaire 1 et le planétaire 3, bah, c'est pas forcément évident. Si jamais il y a un problème d'axe ici du porte-satellite qui est un petit peu désaxé, bah, ça passe plus. Donc ça demande des contraintes d'usinage assez fortes et c'est donc d'un coût assez élevé par rapport à un train simple. Alors, la méthode de détermination du rapport de réduction du porte-satellite. Donc, on va, dans un premier temps, déterminer ce qu'on appelle la raison basique du train épicycloïdal. Donc, on va utiliser la formule de Willis qu'on vient de voir. Et ça consiste à observer le train épicycloïdal comme étant un train simple par rapport au porte-satellite. Hein, parce que finalement, si on regarde, si on se place sur le porte-satellite, toutes les roues dentées ont un axe de rotation fixe, et donc on n'est pas dans un mouvement compliqué. Donc on va s'imaginer fixer le porte-satellite, où on va se placer sur le porte-satellite et observer les mouvements de rotation par rapport au porte-satellite. Et on va imaginer que le mouvement d'entrée se fait sur un des planétaires. Il n'y a pas d'obligation, peu importe, et que le mouvement de sortie se fait sur l'autre planétaire. Il n'y a pas d'obligation de prendre l'un ou l'autre, il y a obligation de rester cohérent sur ces notations. Parce que ici, on va parler de oméga, donc de la sortie. La sortie, on a bien dit que c'était la pièce 3. Le porte-satellite, c'est la pièce 4, donc oméga de 3 par rapport à 4. Et c'est ça qui est important, de bien préciser notre mouvement d'entrée sur le mouvement de sortie sur le mouvement d'entrée, et oméga de E par rapport au porte-satellite. On a bien dit que le mouvement d'entrée se faisait sur 1, donc c'est 1 par rapport à 4. Vous voyez, c'est vraiment important, c'est cette écriture-là là, qu'il faut, qui est la difficulté du travail. Après, ça roule tout seul. Donc, moins 1 puissance n, produit du nombre de dents des roues menantes sur le produit du nombre de dents des roues menées. Ce qui va nous donner dans ce cas particulier, donc là, vous pouvez regarder un petit peu en parallèle, on verra ça aussi sous forme d'exercice, moins Z1, Z2 sur Z2, Z3, et on a le Z2 qui se simplifie évidemment. Alors ensuite, eh ben, on réfléchit sur notre système, et on va identifier la véritable entrée sur la véritable sortie et le vrai bâti, c'est-à-dire la pièce qui est fixe, qui sera étudiée. Alors là, c'est d'un exercice à l'autre, il faut lire un petit peu, il faut regarder quel est le mouvement d'entrée, quel est le mouvement de sortie, quel élément est fixe sur notre porte-satellite. Donc on va fixer ces éléments ici, on va dire que l'entrée se fait sur le planétaire 1, la sortie sur le porte-satellite 4, et le planétaire 3 qui sera donc solidaire du bâti. Ça veut dire que la couronne ici ne bouge pas. On rentre
sur le planétaire 1, c'est lui qui a le mouvement de rotation, qui fait tourner ici les satellites, et le mouvement de sortie se fait donc sur notre planétaire 3. Alors à ce moment-là, on va écrire le rapport de transmission à donner. Donc on a dit que le mouvement de sortie, c'était le porte-satellite 4. On a dit que le planétaire 3 est fixe, donc oméga S sur oméga E, c'est donc oméga de 4 par rapport à 3 sur oméga de 1 par rapport à 3, parce que l'entrée se fait sur le planétaire 1. Voilà. Deuxième élément qui demande beaucoup de réflexion, sur lequel il faut être très attentif, en particulier sur les notations, ici. Et ça, c'est issu du texte, de l'exercice ou du système à étudier, où on observe bien quel est mon mouvement d'entrée, quel élément est fixe dans mon réducteur et quel est le mouvement de sortie. Ensuite, j'écris oméga S sur oméga E, et je n'oublie pas que les mouvements sont relatifs, donc la sortie par rapport à ce qui est fixe et l'entrée par rapport à ce qui est fixe. Une fois que c'est fait, il n'y a plus réellement de difficulté. On va simplement repartir des éléments qu'on avait déjà déterminés, et donc on va écrire cette fois-ci, le rapport recherché, c'est oméga de 4 par rapport à 3 sur oméga de 1 par rapport à 3. Donc c'est ce qu'on cherche, et on va utiliser les compositions de vitesse pour faire apparaître les éléments qu'on avait déjà déterminés. Donc oméga 4 par rapport à 3 sur oméga 1 par rapport à 3 plus oméga 4, 3 par rapport à 4. Donc vous voyez, on fait apparaître ici les éléments qu'on avait. Et donc ça, on l'a dit, c'était Z1, Z2 sur Z2, Z3. Donc ça, c'est l'élément qu'on avait trouvé de la formule de Willis, et on va essayer de faire apparaître les rapports qu'on a ici pour le calculer. Donc ça, on l'avait, vous voyez, et donc il me faut du 4 par rapport à 3, 3 par rapport à 4, 4 par rapport à 3, c'est bon. 1 par rapport à 3, je vais 1 par rapport à 4, pardon, je vais passer par la pièce 3, et donc je vais avoir du 1 par rapport à 3 et du 4 par rapport à 3. Ça, c'est l'élément supplémentaire qui permet d'avancer. Après, c'est plus que du calcul. On inverse 4 et 3 ou 3 et 4, et puis on travaille tout ça et on y arrive assez vite. Il n'y a pas de souci particulier. On travaille nos petites équations et on va arriver à faire apparaître notre rapport de réduction. C'est vraiment pas un problème. Voilà, il ne reste plus qu'à inverser tout ça et on a notre rapport de réduction. Alors, il faut refaire ça, mais voilà. Donc, l'idée de ce calcul général, je le redis, ça, c'est ce qu'on a déterminé, c'est ce qu'on recherche, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on a obtenu en travaillant sur la formule de Willis, en imaginant fixer, en se plaçant sur le porte-satellite. Donc, on a déterminé cette relation ici, et on va faire apparaître dans cette relation les éléments de ce qu'on recherche, et puis après, triturer ces équations pour faire apparaître le rapport recherché. Voilà, encore une fois, il faut le travailler en exercice, c'est pas une difficulté majeure, et ça se fait assez facilement. Une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, ça se fait sans problème. Alors, on termine par la transmission par lien flexible, les pignons, chaînes, poulies, courroies. Rapidement, pour en dire deux mots, donc quand on a des entraxes importants pour transmettre un mouvement, ça peut être plusieurs mètres, on va utiliser ce système-là. C'est bien évidemment moins coûteux qu'une transmission par engrenage, et on utilise ça un petit peu partout, il y a pas de problème. Attention, quand on a une transmission par courroie, la petite erreur qui est faite des fois, les poulies tournent dans le même sens, contrairement aux engrenages où à chaque point de contact, on a une inversion du sens de rotation. On retrouve exactement la même chose, c'est un petit peu comme si les pièces étaient en contact, donc oméga S sur oméga E, c'est le rapport des rayons ou le rapport des diamètres, et également s'il y a des dents, si c'est pas une courroie et qu'il y a des dents, le rapport du nombre de dents, puisque le nombre de dents se retrouve finalement projeté à l'autre bout.
Donc on peut avoir plein de chaînes différentes, forcément, hein, donc entre le pignon, etc. On a obligatoirement des contraintes, les mêmes contraintes que celles qu'on a si les deux éléments s'engrainaient, sauf qu'on a la chaîne entre les deux. Il faut que la chaîne s'engraine proprement sur les pignons. Hein, c'est ça qui est important, et ce qui veut pas dire que obligatoirement le pignon et les deux, enfin le pignon et la roue s'engrainent facilement. Ils ont forcément le même pas, le même module, hein, mais voilà, pas forcément des formes parfaitement adaptées. Ça fait des entraînements en rapport constant, hein, indépendants du couple, hein, effectivement. Les chaînes peuvent s'engager sur des pignons par leurs deux faces, hein, et peut être inversées en interposant des galets intermédiaires. C'est brûlant et ça nécessite une lubrification. On peut faire par l'intermédiaire d'adhérence, ce qui donne des avantages et des inconvénients. C'est moins coûteux, c'est moins cher à fabriquer, ça permet un blocage sans tout casser. C'est la courroie qui va frotter, hein, donc faut pas que ça bloque trop longtemps, mais ça permet ce genre de choses. Donc c'est un avantage qui est aussi, c'est un inconvénient qui peut aussi être vu comme un avantage. Et on peut avoir, comme je l'ai dit, des renvois coudés, enfin des changements d'axe. Hein. Ici, on est sur cet axe-là, en sortie, on est sur un autre axe, etc. On peut avoir pas mal de choses. Alors, il faut à ce moment-là, bien évidemment, des courroies spécifiques, parce que la déformation de la courroie, ici, l'a fait énormément chauffer, et donc, voilà, ça demande des contraintes particulières qui se gèrent, hein, bien évidemment. Voilà, donc une rigidité en torsion assez faible, hein, pour permettre que ça ne chauffe pas trop, évidemment. Alors, on peut avoir des difficultés sur des matériaux qui sont pas adaptés à des conditions difficiles, hein, il faut faire attention. Tout ça, voilà, on prend pas le premier entraînement par courroie qui travaille dans n'importe quelle condition. À chaque fois, ça demande des choix de matériaux parfaitement adaptés. La durée de vie est plus limitée avec des courroies qu'avec des chaînes. Ça aussi, ça paraît un petit peu évident. L'usure est plus importante. On peut avoir du glissement, mais on a l'intermédiaire entre la chaîne et la courroie. C'est la courroie crantée qui ne permettra pas le glissement, évidemment. Et bien évidemment, il faut surveiller rapidement pour remplacer la courroie. Voilà, fin du cycle transmettre. Hein, donc le cycle suivant, c'est la cinématique du solide.